Je passe la parole à Jean-Michel Correa sur un organe encore plus important, c'est la prostate. Alors là, Plus important, je suis sûr que certains d'entre vous sont urologues, à s'occuper de cet organe. Et donc je vais essayer maintenant, grâce à la mise en place réalisée par Lucie Arspagné et Maxime Renaud, je vais essayer de vous montrer maintenant comment on peut aller vers cet organe qui est la prostate et peut-être vous apporter des notions et une vision complètement différente de la pathologie. Donc, bon, je passe sur ces détails qui n'en sont pas tout à fait. En fait, ce cancer de la prostate, c'est un vrai problème et c'est un vrai problème de santé publique, c'est un problème de prise en charge, c'est un problème de diagnostic. C'est un problème aussi parce que on en diagnostique de plus en plus, mais pour autant, vous voyez que la mortalité est absolument stable. Hein. 90, 2007, 3,4% des décès sont liés au cancer de la prostate. Cette donnée m'avait échappé jusqu'au moment où j'ai fait la revue de la littérature. Et donc, on n'est pas si bon que ça pour prendre en charge ce cancer et vraisemblablement pour le diagnostiquer. Alors, bien entendu, vous savez qu'il y a des classifications qui sont faites et à partir de ces classifications, on va essayer de répartir la gravité du cancer au risque faible, le risque moyen et haut risque. Mais vous allez voir qu'on est vraiment dans la difficulté. Et puis on a vu apparaître après des années l'IRM de la prostate. Cette IRM de la prostate qui est clairement une IRM multiparamétrique, comme je vais vous montrer, puisqu'on va s'appuyer, comme vous l'ont montré les orateurs précédents, sur des séquences qui apportent des informations qui sont différentes. Des séquences qui sont pondérées T2, des séquences qui sont dites de diffusion, comme on a vu, on va regarder les mouvements de l'eau et les mouvements de l'eau et en fonction de la cellularité. L'imagerie fonctionnelle, qui est une imagerie qu'on obtient à partir de l'injection d'un produit de contraste. Et puis, je resterai assez discret sur la spectro-IRM. Mais toutes ces techniques, évidemment, ont des limites. Et j'ai essayé ici de vous montrer quelques-unes des limites auxquelles on se heurte. On se heurte quotidiennement. Faut-il travailler sur une IRM à 1,5 Tesla? Donc nous, on est encore à des très très bas champs par rapport à Lucie Arspagné, ou même à 3 Tesla. Et aujourd'hui, la situation n'est pas claire. Vraisemblablement, c'est mieux à 3 Tesla, mais c'est pas certain. Est-ce qu'il faut travailler sur des séquences en 2 dimensions, en 3 dimensions? C'est une question qui n'est pas encore claire. Est-ce qu'il faut travailler avec des antennes en réseau phasé qu'on pose sur l'abdomen, ou est-ce que systématiquement il faut utiliser une antenne endocavitaire? Ça aussi, c'est une question qui n'est pas claire. Et puis après, il y a des paramètres spécifiques à chacune des séquences qu'on va utiliser. Et je voudrais juste pondérer un petit peu ce qui a été dit sur les séquences de diffusion, qui sont des séquences fondamentales aussi pour l'imagerie de la prostate, mais dont le paramètre qu'on peut calculer de l'ADC va varier d'une machine à l'autre, va varier d'un type de séquence à l'autre, et donc on ne peut pas dire « Monsieur, vous avez un B à temps, et donc c'est un cancer », ou au contraire « Monsieur, le B est à temps, et c'est sûrement pas un cancer ». Donc c'est beaucoup plus subtil que ça, et comme on n'arrivait pas à définir un langage commun avec les urologues, et même entre radiologues, on a essayé de définir un langage commun. Donc c'est une classification qu'on a appelée le PIRAT pour prostate, et qu'on a essayé d'exprimer pour standardiser finalement notre expression et la chance ou la probabilité que cette lésion soit un cancer. Et puis vous avez vu que la spectro-IRM, elle reste à part. Pourquoi? Parce que eh bien aujourd'hui, on n'est pas très bon, en tout cas pour la prostate, on est bien moins bon que dans le cerveau. Et en fait, cette spectro-IRM, elle a une telle variabilité intra-observateur entre les machines qu'on n'arrive pas à en faire un outil de diagnostic en pratique. Ça reste un outil de recherche, mais vous allez voir qu'il y a des évolutions qui portent. Et donc à partir de cette classification, on arrive à ce qui est l'IRM prostatique multiparamétrique. Et donc je vous ai donné ici quelques exemples. Ici vous avez donc un patient avec cette séquence en pondération T2. Vous avez vu ici la séquence de diffusion, la cartographie d'ADC, le cancer est là. Et puis on peut injecter le produit de contraste et à partir de la prise de contraste, on va répéter les acquisitions dans le volume et on va regarder comment cette zone anormale prend le contraste se rehausse.
ou au contraire ne se rehausse pas, et cette cinétique nous apporte des informations complémentaires. Alors, cette partie dynamique obtenue à partir de l'injection d'un produit de contraste est aujourd'hui considérée comme apportant une valeur diagnostique inférieure. Et puis donc voilà cette classification de PIRAT et qui débouche d'ailleurs sur une classification plus facile à utiliser, qui est un score de probabilité qu'on va classer finalement de 1, je pense que c'est absolument bénin, à 5, je suis sûr que c'est un cancer finalement, c'est ce qu'on cherche en pratique. Alors il y a des données récentes quand on regarde la littérature, c'est que c'est sûr que l'IRM multiparamétrique apporte des informations qui sont critiques pour la détection du cancer, surtout à l'apex, dans les zones qui sont difficiles, dans la zone transitionnelle, dans la partie antérieure de la prostate. Si cette IRM est négative, eh bien, il faut pouvoir, on sait que la surveillance est possible par l'IRM. On ne sait pas très bien quand est-ce qu'il faut faire cette IRM. Ça, c'est une question qui est compliquée. C'est certain que chez un patient qui a déjà une première série de biopsies négatives et dont le PSA monte, avant de faire une deuxième, de proposer une seconde série de biopsies, l'IRM a un intérêt très important parce qu'elle va permettre de repérer les zones suspectes et d'améliorer le guidage des biopsies dans les zones qui sont anormales. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on se pose la question de, au lieu de répéter les biopsies chez les patients, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette IRM en première intention? Il y a plusieurs études multicentriques, donc une étude française qui est actuellement en train d'être dépouillée puisque l'étude est terminée. Et il y a aussi, on sait aussi que cette séquence de diffusion, elle est très intéressante. Elle est très intéressante surtout dans la zone périphérique. On utilise plutôt le T2 dans la zone transitionnelle. La spectroscopie, peut-être plus à 3 Tesla. Alors peut-être que si un jour on arrive à avoir des machines à 4 ou 5 Tesla pour étudier la prostate, on pourra véritablement améliorer le diagnostic. Mais il y a des limites, et ça je crois qu'il faut pas oublier de les citer. Le coût, bien entendu, la disponibilité, la tolérance, il y a à peu près entre 5 et 6% de patients qui sont claustrophobes, les contre-indications, puisqu'il s'agit d'une pathologie du sujet de plus de 60-70 ans, volontiers on a affaire à des pacemakers, et les pacemakers qui sont compatibles avec l'IRM sont assez rares, et puis de toute façon nécessitent des précautions particulières. Il y a une grande variabilité inter- et intra-observateur et entre les différentes IRM, et donc il y a une nécessité d'un apprentissage et d'une expertise dans la lecture de cet examen. La variabilité des scores eux-mêmes, puisque le PIRAD a été décliné en version 1, il est actuellement en version 2, on travaille sur la version 3, et vraisemblablement d'autres versions qui suivront, qui montrent bien qu'actuellement on ne peut pas dire, ça y est, on a trouvé la bonne classification. Et puis enfin, la complexité des biopsies sous guidage IRM, elles peuvent être réalisées dans des cas exceptionnels, mais ça prend plus d'1 heure et demie. Et quand on regarde les performances, c'est très intéressant. J'ai pris une méta-analyse qui avait été faite en 2009 et puis une série de méta-analyses réalisées en 2015. Et bien finalement, grosso modo, alors que les machines ont évolué, alors qu'on dispose d'un score aujourd'hui permettant de standardiser le rapport, eh bien les scores, vous voyez, quand vous voyez une sensibilité qui varie de 22 à 85%, vous dites qu'il y a un problème. Mais 22 à 85% en 2009, on pouvait se dire, il y avait des machines qui clairement n'étaient pas au niveau. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, on a des variabilités de 58 à 96%. Et puis surtout, quand on regarde ce graphe, moi j'ai trouvé ce graphe extrêmement intéressant, qui montre ici le nombre de lésions ratées, le nombre de lésions détectées. Vous voyez que les petites tumeurs, donc 0,5 cm, inférieur à 0,5 cm, eh bien, vous voyez qu'on rate à peu près les 3/4 des cancers significatifs qui sont petits, qui sont inférieurs à 0,5 cm. Alors vous allez me dire, c'est vraiment un très petit cancer dont on ne sait pas très bien ce qu'on va faire, mais disons qu'un cancer qui arrive à 1 cm de diamètre, donc ça va faire à peu près 0,5 millilitres, donc c'est une taille qu'on estime significative, vous voyez qu'on rate quand même autour de 60% des cancers qui font autour d'1 cm, et même si on va regarder sur les beaucoup plus gros cancers, jusqu'à 2 cm, on aura presque 30%. Et non seulement ça, mais en plus, quand on regarde en fonction de l'agressivité du cancer, on rate à peu près 70% des cancers qui sont glisone 6, mais on rate quand même entre 25 et 30% des glisone 7 et 8.
Donc, même dans les cancers agressifs, on les rate assez facilement. Et on a tout à fait cette impression, quand on participe au RCP sur la prostate, c'est que bien souvent, les biopsies sont positives d'un côté qu'on n'attendait pas du tout, alors qu'il n'y avait pas d'anomalie du tout sur l'IRM, et même avec des glyzones 7, voire même des glyzones 8. Alors, on peut réfléchir autrement et se dire, on a une autre technique d'imagerie qui s'appelle l'échographie endocavitaire. Et cette échographie endocavitaire, elle aussi, est multiparamétrique. Elle apporte une analyse morphologique à travers l'imagerie en mode B. Elle apporte une imagerie vasculaire à travers toutes les techniques de Doppler. Et puis très récemment, on dispose de techniques d'élastographie qui nous permettent en échographie d'aller tester l'élasticité de la prostate en temps réel, et donc d'avoir cette information que vous aviez peut-être l'habitude d'obtenir avec le toucher rectal, c'est-à-dire c'est dur. Eh bien, aujourd'hui, l'élastographie nous permet de regarder, nous dire est-ce que c'est dur et est-ce que je ne peux pas améliorer ma détection du cancer en allant biopsier là où c'est dur. Et puis on a bien entendu aussi, comme pour l'imagerie hépatique, la possibilité d'injecter un produit de contraste, même si on est hors AMM, et on va pouvoir regarder le rehaussement, et on sait que plus ça se rehausse, plus il y a de vaisseaux, on sait qu'il y a une bonne corrélation entre l'agressivité du cancer et la néoangiogénèse. On peut combiner tout ça avec une analyse 3D et 4D, et puis il faut quitter ce combat très simpliste de l'opposition des techniques d'imagerie. L'IRM ne fait pas très bien, elle fait beaucoup mieux que ce qu'on vous a dit, mais elle ne fait pas très bien. L'échographie ne fait pas très bien, et ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ces deux informations pour améliorer la façon dont on comprend le cancer de la prostate et la façon avec laquelle on le prend en charge. Alors, je vais vous montrer là quelques exemples assez simples pour ces différentes applications. Alors, vous savez que cette échographie endocavitaire, elle est aujourd'hui cantonnée à la détection du cancer de la prostate en cas de toucher rectal anormal ou PSA élevé, et pour le guidage des biopsies, voire de la thérapie. Mais ces nouvelles techniques, elles sont tout à fait intéressantes. Pourquoi ? Eh bien parce que l'échographie morphologique, ou même l'étude en Doppler, ça rate au moins la moitié des cancers. Donc vous voyez, je vous ai dit l'IRM, finalement vous aviez peut-être une très belle image de l'IRM, maintenant peut-être un peu moins belle, mais l'échographie, c'était pas très bien non plus, on n'est pas très bon, puisque je vous dis, on rate à peu près un cancer sur deux. Nous, là encore, on peut se dire, ça c'était avec des machines anciennes. Alors on a repris très récemment notre expérience avec les dernières machines très haut de gamme, et vous voyez que sur 105 patients, la sensibilité c'est 32%. Donc vous voyez qu'on en rate quasiment 7 sur 10. Donc c'est quand même assez sévère, et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'une échographie normale ne doit pas faire retarder la réalisation des biopsies. Mais ce qu'on sait aussi, je vous l'ai dit, c'est que le cancer c'est dur, et c'est hyper vascularisé, et pourquoi pas essayer d'aller chercher, grâce à ces nouveaux outils, ce qui est dur et ce qui est hyper vascularisé. En plus, on sait qu'il y a une corrélation de cette dureté et de cette agressivité du cancer avec ces différents paramètres. Mais évidemment, c'est pas parce que c'est dur et c'est hyper vascularisé que c'est systématiquement du cancer. Ça peut être des microcalcifications, tout simplement, un nodule de prostatite. Donc l'élastographie, ça a commencé il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Et puis en fait, ce que vous faisiez avec le toucher rectal, c'était déjà de l'élastographie. Vous palpiez la prostate, vous sentiez que c'est dur. Eh bien, on peut faire la même chose, et je vais relancer la boucle pour vous montrer. Donc regardez, on écrase la prostate avec la sonde d'échographie, et puis on a une imagerie couleur qui reflète un petit peu cette déformation. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, mais ça reste strictement non quantitatif, ça reste opérateur dépendant. Finalement, c'était assez difficile à utiliser en pratique. Aujourd'hui, on a des techniques où c'est l'onde ultrasonore elle-même qui va créer des micro-déformations du tissu prostatique. Et on va pouvoir étudier à des très hautes cadences images cette déformation du tissu pour voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant, puisque ce n'est plus de l'imagerie. Ce qu'on fait, en tout cas, ce n'est pas de l'imagerie morphologique, c'est de l'imagerie de la déformation du tissu. Et donc, on va créer ces ondes qui vont se propager dans le tissu. Donc, ces ondes, on va pouvoir donc étudier cette déformation. Alors ça, c'est très intéressant. Ce qui est très remarquable, c'est qu'on a une chance fabuleuse. C'est que la zone périphérique, qui est quand même le siège d'une majorité des cancers, eh bien, c'est quelque chose qui est très mou. C'est très mou et c'est très homogène. Donc, évidemment, aller trouver des choses dures là-dedans, c'est beaucoup plus facile que dans la zone transitionnelle. Donc en fait, si on regarde bien, là on est en train de balayer la prostate
de la base jusqu'à l'apex. Et vous voyez, on était parti tout en haut, on descend progressivement. Donc ce qu'on voit bien apparaître ici, c'est la zone périphérique qui est tout à fait molle et homogène. Et puis ici, les hétérogénéités de la zone transitionnelle. Ici, on est plutôt d'ailleurs sur la zone centrale. Et on descend progressivement ce balayage. Et les couleurs varient d'un constructeur à l'autre, mais ici, retenez que le bleu, c'est plutôt mou et que le rouge, c'est plutôt dur. Et évidemment, quand on a un foyer de calcification comme celui-là, ça apparaît plutôt dur. C'est pour ça qu'on doit toujours regarder l'imagerie en mode B qui est associée. Alors, la zone transitionnelle, donc c'est cette zone qui est en avant, c'est beaucoup plus hétérogène. Ici, c'est un cancer de la zone transitionnelle. Au début, je pensais qu'on ne pourrait jamais faire de diagnostic de cancer de la zone transitionnelle. En fait, vraisemblablement, les seuils qu'on utilise pour faire le diagnostic sont différents. Et donc, on peut vraisemblablement aussi faire le diagnostic de cancer de la zone transitionnelle. Et puis là, ce que vous voyez bien, c'est que dans cette zone antérieure, donc on voit une zone extrêmement dure. On peut mesurer la dureté, parce que l'avantage de cette technique par onde de cisaillement, c'est qu'on voit et on mesure la dureté des tissus. Et là, vous voyez que la dureté du tissu, ça fait 132 kPa si je vois bien. Donc c'est extrêmement dur. Et on sait que la zone périphérique est typiquement entre 20 et 30 kPa. Et là, vous voyez un petit peu les performances de la technique qui sont tout à fait intéressantes. Alors évidemment, quand on a 2 centres experts seulement et qu'on n'est pas véritablement en situation réelle clinique, mais on peut percevoir peut-être l'intérêt de cette technique. Et l'autre chose qui est importante, c'est de voir qu'il existe véritablement une corrélation entre le glisone et la dureté dans les tissus. Alors évidemment, ce n'est pas une technique parfaite, évidemment, je dois insister là-dessus, mais elle a des avantages qui sont tout à fait considérables. Ici, c'est une prostate pleine de calcification pour laquelle on a beaucoup de mal à retrouver le cancer. Alors on peut aussi injecter, je vous ai dit, un produit de contraste, et quand on faisait ça il y a 15 ans, voilà le type d'image qu'on obtenait, assez peu informative. Et quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, aujourd'hui en temps réel, on injecte le produit de contraste, la prostate se rehausse, et ce qui est tout à fait intéressant évidemment, c'est qu'on va pouvoir localiser les zones qui présentent un rehaussement anormal, et puis on peut même biopsier spécifiquement, et c'est ce que vous voyez en bas à droite, ici sur cette image, on l'a vu passer, je vais le refaire défiler, regardez bien, on voit le tir de l'aiguille dans cette zone qui est anormale, et qui correspondait à un cancer glisone 7, 3 plus 4. Donc on a cette possibilité d'utiliser les outils de façon concomitante. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Ici, un patient qui se présente, IRM impossible, l'échographie est tout à fait sans anomalie, le Doppler est sans anomalie, pourtant on a vraiment des images de très bonne qualité. Et puis on va progressivement balayer toute la prostate, et puis on allume l'élastographie. Et là, il n'y a pas besoin d'être radiologue pour se dire, là, il y a quand même un truc en avant qui n'est pas tout à fait normal. Et évidemment, on va ensuite utiliser, on va mesurer cette zone-là. Vous voyez que c'est vraiment pas normal, 68 kPa. Nous, on a un seuil autour de 35-37 kPa. Donc clairement, c'est un nodule très dur. On va pouvoir aussi céder de l'injection du produit de contraste pour confirmer notre impression. Et vous allez voir donc en haut à gauche ce nodule qui se rehausse de façon très intense et précoce. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est l'intensité du rehaussement. On va combiner le tout, et puis on va réaliser les biopsies sur ce nodule. Et vous voyez que toutes les biopsies sur ce nodule montrent un glisone 8, alors que toutes les autres biopsies sont négatives. Et ça, c'est très intéressant, puisque ça a été confirmé par la prostatectomie radicale, puisque le patient choisit d'avoir un traitement par prostatectomie radicale. Donc vous voyez, on est dans une situation tout à fait intéressante, où on va combiner les différentes informations pour obtenir le diagnostic, alors que vraisemblablement, une lésion de ce type-là, elle est très difficile à biopsier spontanément dès la première fois. Et puis, on peut, je vous ai dit, fusionner les informations. La fusion, c'est quelque chose qui est très ancien, entre le PET et le scanner, ça s'est fait depuis déjà une quinzaine d'années, et on l'élargit aujourd'hui à l'échographie. C'est pas facile, parce que l'échographie, c'est en 3 dimensions. En plus, la sonde d'échographie va introduire des déformations de l'organe qu'on n'a pas sur l'IRM, mais c'est tout à fait intéressant, et on peut effectuer différents types de recalage. Comment ça se passe? Eh bien, on a un générateur de champs électromagnétiques, et sur la sonde d'échographie, on a un détecteur de position électromagnétique qui est détecté en temps réel, et donc on va pouvoir recaler les images, à la fois l'IRM ici et l'échographie, et grâce à ces informations, on va pouvoir retrouver sur l'image échographique, durant la biopsie, l'information
que l'on avait sur l'IRM. Mais c'est jamais si simple que ça, et encore une fois, je vous dis, malheureusement, la position n'est pas la même pour l'IRM et pour l'échographie. Donc aujourd'hui, on modifie la position de l'IRM, enfin du patient dans l'IRM pour se retrouver dans des situations identiques. On va introduire une sonde factice d'échographie pendant l'IRM de façon à reproduire la déformation de l'organe. Et puis on va utiliser toutes les modalités dont on dispose, justement parce qu'on est multiparamétrique aujourd'hui. Enfin, il faut tenir compte du fait que le patient va bouger pendant l'examen. Aujourd'hui, ça pose plus de problème, puisqu'en fait, les systèmes repèrent automatiques les organes et la précision de la fusion en pratique réelle. Alors moi, je suis moins optimiste que Maxime tout à l'heure. Je dirais qu'on est autour de 4 mm en pratique. Mais finalement, ça marche pas si mal que ça. Et je vais vous montrer donc un exemple tout simple. C'est la fusion automatique, c'est-à-dire qu'on a placé un capteur sur le patient pendant l'IRM. Ce capteur est automatiquement reconnu par la machine d'échographie. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on peut fusionner évidemment durant l'IRM avec l'échographie, enfin l'échographie avec l'IRM, mais on peut fusionner aussi avec l'élastographie et l'injection du produit de contraste. Donc en définitive, voilà, c'est ma diapositive la plus importante. Je dirais aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on peut dire l'une des deux techniques fait beaucoup mieux que l'autre. On est dans une situation où on a encore besoin de progresser dans ce diagnostic. Et pour progresser, il faut savoir combiner les informations. Et donc on n'est même plus dans le multimodal, on est dans le multiparamétrique, mais en plus dans le multiparamétrique qui combine différentes techniques d'imagerie. Enfin, donc voilà, donc en définitive, vous voyez, on a cette capacité d'avoir compris peut-être certaines limites de l'IRM. Pour l'instant, évidemment, l'IRM progresse, l'échographie progresse aussi, mais l'élastographie, donc cette capacité d'évaluer l'élasticité des tissus de façon non invasive, comme on le faisait peut-être au temps du toucher rectal, et l'échographie de contraste qui nous donne des informations sur la fonctionnalité du tissu, sur la perfusion du tissu. Et donc, très clairement, dans l'avenir, ce qu'on espère, c'est être capable de fusionner les volumes d'IRM avec les volumes d'échographie pour avoir une représentation des anomalies prostatiques, non plus dans un plan, mais dans l'espace. Et je pense que c'est véritablement la porte vers les thérapies focales. Voilà, je vous remercie. Jean-Michel, des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Bah oui, vas-y. Question Allez, Relais de service. on y va. J'ai la chance d'habiter dans une ville, à Lyon, où on a des capacités sur le plan de la radiologie pour la prostate qui sont extraordinaires. On est loin de l'égalité de chance dans tous les endroits du territoire. Alors est-ce qu'on va vers des centres hyper spécialisés? On rejoint la question qui a été posée, évoquée tout à l'heure. Parce qu'effectivement, si on veut, à très haut niveau de qualité, avoir l'IRM, la fusion d'images, l'échographie, l'élastographie, etc., eh bien, on ne peut pas l'avoir. Et je crois que c'est véritablement une question de fond. Et on voit bien d'ailleurs comment la radiologie a évolué sur les 30 ou 40 dernières années, puisque la radiologie elle-même est de plus en plus une radiologie d'organes. Et il y a un lien extrêmement fort qui se développe entre les cliniciens et le radiologue d'organes. Je pense que c'est l'évolution naturelle et obligatoire de cette spécialité. Et sans ce contact permanent qui nous oblige nous-mêmes à nous remettre en question et à progresser, je pense qu'en effet, on ne peut pas obtenir d'examen de qualité. Et je suis tout à fait d'accord que c'est un problème de D'autres questions? Je m'excuse de prendre la parole, mais Nobel, urologue, vous avez vu quand même que la prostate c'est un organe mystérieux et que malgré toute la bonne volonté que vous avez exprimée, ça reste encore quelque chose qui n'est pas évident. Alors, quand je faisais des biopsies, je trouvais toujours que c'était pas très méchant et que ça faisait pas mal. Quand j'ai dû en subir, j'ai pensé que c'était pas tout à fait la même chose et je vois de plus en plus de mes copains qui ont les complications des biopsies et les complications des biopsies sont sévères parce qu'elles sont infectieuses, septicémiques et qu'on peut rester jusqu'à 1 mois et demi en réanimation. Donc effectivement, tout votre travail, c'est d'essayer de nous aider
à diminuer. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi d'être plus précis, parce que quand vous envoyez l'aiguille dans une glande, et c'est ça que je voulais dire aussi, très antipathique en ce sens qu'on a cru qu'elle était homogène, elle est inhomogène parfaitement. De sorte qu'entre ce qui n'est pas normal et néoplasique ou ce qui est inhomogène de façon habituelle, c'est assez difficile à trouver. Alors ce qu'on cherche, c'est que vous nous aidiez à faire le bon diagnostic, à diriger notre biopsie et surtout nous dire si les tissus périphériques sont envahis. Et il faut reconnaître que jusqu'à maintenant, c'est pas aussi précis que ce que l'on a vu précédemment, que ce soit dans le cerveau ou dans le foie. Donc il y a encore du travail, mais on avance et on vous remercie pour tout ce que vous faites. Non. Je ne voudrais pas plagier Maxime Renaud, mais je dirais, vous avez vu, hein, le cerveau, c'est beau, c'est symétrique, et finalement, on voit bien. Le foie, ça bouge, mais pas trop, et en tout cas, ça bouge, mais pas trop. Alors, la prostate, ça ne bouge pas beaucoup non plus, mais c'est un organe infiniment compliqué, et malheureusement... Mais ça touche que la moitié de la population. C'est pour ça qu'on est bon. Ça ne touche que la moitié de la population, c'est vrai, mais quelle moitié? Heureusement, les poussières, c'est parti. Et avant de partir, elle m'a rappelé une phrase que j'avais complètement oubliée de Woody Allen. Mon cerveau est mon deuxième organe préféré. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est pour toi, ça.